Oui, bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue sur ABC pour une nouvelle émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui suscitent un engouement et un intérêt particulier, qui sont éblouissants, rayonnants. Ça va être le cas de mes deux invités que je vais accueillir dans quelques instants sur ces canapés. Et il sera question de signes et de synchronicité. Alors autant vous dire que quand on aborde ces sujets, il y a tout de suite un intérêt particulier, des questionnements, et c'est légitime, avec parfois des réactions. Comment croire à la persistance de la conscience après la mort? Comment être dans les meilleures dispositions d'abord pour recevoir, pour percevoir, pour expliquer tous ces signes et remarquer les synchronicités qui y sont parfois associées. Deux témoignages et qui démontrent la réalité de la survivance de l'âme. C'est vraiment deux personnalités que j'avais très envie de recevoir, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, enfin surtout une des deux. On va les accueillir tout de suite sur ABC. Il y a Céline Franou et Jean-Marc Bernard. À tout de suite. Voilà, on est installé. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle session, cette nouvelle émission. Vous savez que je suis plein de tocs et que je vérifie à chaque fois si tout est en place, si mes invités sont bien installés. Bonjour Céline. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Marc. Merci d'être là, merci d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Je suis très très content parce que je suis un petit peu... Alors je disais un peu moins présente Céline sur les réseaux. Alors si, j'y suis, mais je suis cachée sur un groupe privé en fait, où il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais j'ai fait un groupe privé pour bien sélectionner qui est-ce qui pouvait rentrer dedans. Jean-Marc, omniprésent. Hein. Oui, en fait, j'étais pas du tout il y a quelques années, puis là, c'est devenu une évidence, quoi. Bon, voilà. On va expliquer tout ça. On va expliquer également votre parcours au travers de ces deux ouvrages qui s'affichent également sur les écrans. Signes et synchronicité au-delà des espérances, c'est le livre de Jean-Marc. Et puis, bien sûr, celui-ci, La Dame des Anges, qu'elle est. C'est celui de Céline et je suis très très content qu'on puisse partager ensemble. Vous savez qu'avant de démarrer, tous les deux, je me suis posé la question de savoir si j'accueillais deux médiums. Une sûre. On m'a posé la question plusieurs fois si j'étais médium. Est-ce que tu es médium ? En fait, je vais te répondre naturellement. Je pense que je suis une sorte d'intermédiaire maintenant, par la force des choses, parce que je vis, parce que ça a été une métamorphose assez incroyable, que je vais expliquer peut-être un peu plus tard. Bien sûr. Mais oui, je pense, et puis Céline pourra le dire, elle a vu ma transformation depuis le début. Ouais. Il y a quand même un échange qui se fait maintenant de manière assez forte entre les signes, la transcommunication instrumentale que je pratique, et puis aussi ce vécu que j'ai avec Céline, parce que je participe aussi à beaucoup de ces projets, donc je me nourris aussi de l'aspect médiumnique. Peut-être qu'il se développe un peu en moi, mais j'ai un contact qui est différent de Céline, qui est une pure médium. Qui est une pure médium et une médium exceptionnelle. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai eu très très bons retours à chaque fois. Et on va dire la vérité, parce qu'on parlait un petit peu hors antenne. C'est vrai que quand on parle de spiritualité, de médiumnité, il y a un peu de tout. Bien sûr. Comme dans tous les domaines, bien sûr. Évidemment. Mais dans celui-ci particulièrement, comment est-ce qu'on peut distinguer un bon d'un mauvais médium d'abord ? De toute façon, un bon médium, déjà, il va vraiment ressentir les choses. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui arrive, que ce soit pour une consultation ou autre, en face de nous, on ne pose pas de questions puisqu'on le sait. On le sait. Alors, il y a des gens chez qui on ne le sait pas parce que on n'est pas comme un ordinateur et paf, ça ne sort pas comme ça. Mais on a un ressenti, on a quelque chose à l'intérieur. Aujourd'hui, mon regret, c'est de me dire qu'on n'est pas testé. Et ça, c'est dommage de ne pas pouvoir être testé. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a plein de médiums qui ne veulent pas être en testés. fait, alors quand je dis testé... par les scientifiques, tu entends ? Complètement. Moi, je pense qu'on devrait être testé parce qu'on peut se mettre comme ça à notre compte. Et moi, je pense vraiment, et je le dis toujours ouvertement, que quand on a une vulnérabilité, quand on a perdu un enfant, par exemple, on peut vous faire sortir n'importe quoi. Et voilà, moi, j'essaye de protéger les gens de ça. Et puis, on va le dire aussi ouvertement, c'est un métier où voilà, on peut se faire de l'argent. Et moi, je pense que ça doit être ouvert à tout le monde. Et voilà, donc, je trouve ça triste quand même que chacun... Alors, il y a des très, très bons médiums, mais il y en a qui viennent se mettre... qui viennent s'intégrer, qui n'ont jamais été médiums de leur vie avant. Et
Et voilà. Bon. Ouais, qui démarre comme ça du jour au lendemain, Ouais. en se demandant parfois le Voilà. pourquoi du comment. Bon, en tout cas, on referme la parenthèse. Tout à fait. Et je suis très très content que vous soyez là sur le plateau parce qu'on va parler un peu de vos parcours de vie respectifs qui sont riches et notamment au travers des 2 ouvrages, c'est aux éditions Exergue, c'est dans le groupe Très Daniel, nos amis de Guy, Claudia et toute la famille Très Daniel. Et c'est vrai que ces parcours de vie que vous avez sont extrêmement inspirants. On va commencer par Céline. Bien sûr. Hein, malgré le fait, que évidemment, il y a des similitudes, des synergies et des cohérences parfaites entre vos deux parcours. Alors, Céline, on va revenir sur votre parcours parce que vous faites partie de ces médiums qui n'avaient pas du tout envie de l'être. Ah non, pas du tout. C'était pas du tout votre Pas du tout. cam, comme on dit. Pas du tout. J'ai fait des études lambda, et puis je suis partie en préparatrice en pharmacie. Mais comme je ressentais les choses, j'ai commencé à le faire à droite, à gauche. Et puis ça a pris une ampleur telle que j'en ai fait mon métier, mais je ne voulais pas du tout faire ça à la base. Dans le livre, vous expliquez quand même que vous avez passé des concours, les concours n'ont pas fonctionné parce que vous êtes arrivé en retard, vous n'étiez pas au bon moment, c'était à la RATP, je crois aussi. Oui, préparatrice en pharmacie, ça n'a pas marché non plus. Du tout. Et quand vous dites, à un moment donné, que vous percevez le fait que vous allez devoir être médium, vous refusez, Oui. et vous entendez une voix qui vous dit... C'est ce qu'on va voir. Oui, c'est ce qu'on va voir. En gros, tu n'auras pas le choix et on va t'accompagner. Donc, mais au début, puis je suis jeune à l'époque, donc au début, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis finalement, on se laisse bercer par cette voix en qui on va faire confiance très rapidement et qui lui va me projeter vers quelque chose. Cette voix que vous entendez là, c'est la même, parce que je ne vais pas tout dévoiler, mais le moi dont on parle, c'est lui dès le départ? C'est lui dès le départ. C'est votre guide, hein? C'est mon guide On et va y c'est lui revenir. qui m'a accompagné jusqu'à maintenant encore. Jusqu'à maintenant encore, Ouais, le fameux tout à le fait. moi, et on va voir de quelle manière il vous parle et de quelle manière Oui, il tout à vous fait. oriente et il vous pousse à Oui, aller dans tout un à endroit. fait. On va y revenir dans quelques instants. Jean-Marc, est-ce que tu fais partie est-ce que ton éducation te prédestinait effectivement à une ouverture spirituelle particulière? Alors moi, vraiment, j'ai eu un parcours complètement Rien à voir. à 360 degrés. Absolument. Voilà. Je suis issu d'une famille, disons, modeste. J'ai fait des hautes études, donc j'ai fait une grande école de commerce. J'ai fait le SCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Donc je me destinais à une carrière dans une grande entreprise. Donc c'est effectivement ce que j'ai commencé à faire. Et puis il y a une bifurcation totale. C'est-à-dire que je pense que ça a commencé vers mes 30 ans. Je sentais qu'il y avait une ouverture qui se produisait. Donc ça se passait d'abord par l'écriture. Et c'est ce que je disais à Céline ce matin. Mon premier manuscrit, c'était déjà un recueil de poésie qui s'appelait Tamaris et qui traitait de la légende d'Isis et d'Osiris, c'est-à-dire de l'au-delà, en fait. On a beaucoup écrit d'ailleurs sur Isis. Voilà. Donc à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais franchir le Rubicon, on va dire. Et donc j'étais très cartésien, évidemment. Je travaillais dans une société où je faisais des audits financiers. Oui, c'est ça. Donc toute la journée, je vérifiais scrupuleusement les... Mais dans l'analytique pure, voilà. Pour le coup. Donc là, il n'y avait pas de place pour le merveilleux, le spirituel ou les choses comme ça. Et il y a eu un basculement. Donc j'ai quitté cette entreprise pour des raisons diverses et variées. Et ensuite, s'est opéré en moi une sorte de métamorphose que je ne saurais expliquer. Donc dans le domaine artistique, j'ai fait une chanson pour Jennifer notamment, Jennifer Bartoli. Et puis après, j'ai commencé à écrire des choses spirituelles parce que j'ai aussi à une époque beaucoup lu Arnaud Desjardins, qui est un formidable enseignant spirituel. Donc je me suis inspiré un petit peu de cette philosophie de l'Advaita Vedanta. Et après, j'ai perdu mes parents. Oui, c'est ça, c'est le début de la grande histoire. Voilà. Donc 2016, je perds mes 2 parents en l'espace de 3 mois. Et donc mes parents étaient 2 caractères opposés. Ouais. Ma mère, plutôt spirituelle, qui faisait qui soufflait les brûlures notamment, qui utilisait des prières, par exemple. Qui va même faire dans la famille, on fait des séances de spiritisme. Alors voilà, c'est ça. Dans les années 80, donc j'étais adolescent, c'était une pratique, je pense, assez courante dans les familles
d'avoir un petit guéridon. Mais on le faisait sérieusement ou par jeu? C'était plus un jeu, quoi. Je pense que c'était un jeu, tu vois, il y avait un petit guéridon, il y avait un petit sabot en dessous du pied de la table à 3 pieds. Et puis après, on disait, tape autant de coups qu'il y a de pièces dans le porte-monnaie ou des choses comme ça. Donc je pense que c'était pas très sérieux, mais en même temps, moi je prenais pas ça non plus pour argent comptant, tu vois. Donc tu es un môme et tu vois ça. Je vois ça, j'ai accédé à plusieurs reprises à des choses comme ça. Donc ça a été déjà des petits... des petites bribes comme ça. Voilà, des petites incursions dans le domaine spirituel. Et ensuite, j'ai fait le lien avec tout ce qui s'est produit par la suite. C'est-à-dire que tout ça, ça ne se produit pas par hasard. Et j'aurais pas eu cette ouverture-là, peut-être que ça se serait passé autrement. Ça se serait passé autrement, sans doute. Alors, Exact. papa, effectivement, alors tu disais, on parle de ton éducation rapidement, parce que c'est quand même les bases, les fondamentaux, et c'est ce qui permet ensuite de déterminer la suite de l'aventure et de son cursus. Papa est une formation d'électricien, qui croit absolument en rien. Alors lui, il croit en rien. Il a été très marqué dans sa vie parce qu'il n'a pas connu son père, donc c'est une blessure très profonde. Et puis ensuite, il n'a pas eu tellement d'amour maternel. Donc c'était quelqu'un de déjà déraciné. Donc il avait une sorte de mal-être quelque part, même s'il avait une famille aimante, même s'il aimait beaucoup les siens, il ne s'exprimait pas tellement. C'était plutôt par des actes que ça se produisait. Et puis ma mère, elle, c'était le contraire, elle était tellement solaire qu'elle pouvait parler à un réverbère, il lui répondait, quoi, tu vois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le premier drame dans ta vie, c'est la disparition de ton papa. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là que ta maman décide d'aller consulter des médiums? Exact. Parce qu'il y a le décès de ton père? Exact. Donc, ma mère connaissait déjà Henri Vigneault, le médium Henri Vigneault. Quand elle a perdu ses parents, elle a été le consulter pour une médiumnité. Et à ce moment-là, quand mon père est parti, elle s'est dit tout naturellement, il faudrait que je revoie Henri Vigneault. Donc elle a posé un rendez-vous. Ensuite, elle avait vu Florence Hubert dans des émissions à la télé. Donc elle s'est dit, j'entends des bruits dans ma maison, c'est possiblement mon mari. Donc je vais demander la confirmation à Florence. Donc elle a pris rendez-vous avec Florence Hubert. Et je crois, quelques mois, peut-être une année auparavant, elle avait vu Alain-Joseph Bellet en salle. Qui est aussi un grand. Hein. Voilà, qui est aussi un médium très, très fort. Et donc, elle avait voulu le voir. Donc, on avait ces 3 rendez-vous qui étaient pris par maman. Et elle n'a pas pu les honorer. Parce que, effectivement, des suites d'une maladie, d'une opération. D'une simple opération de hernie. Qui tourne mal. Il y a eu des complications hémorragiques, et voilà. Donc je me suis dit, est-ce que je dois honorer ces rendez-vous à sa place ou pas? J'ai eu une petite hésitation, et finalement je l'ai fait. Et ensuite j'ai rencontré Céline. Donc Céline, elle a été mise sur mon chemin, même si ma mère ne l'a pas connue. Je suis absolument certain, avec toutes les choses qui se sont imbriquées les unes dans les autres, que Céline a été vraiment sur mon chemin. Et de là est née cette idée du premier livre que j'ai fait, de croiser toutes ces séances médiumniques qui étaient époustouflantes. C'est-à-dire que je ne m'attendais à rien, simplement à essayer d'avoir quelques bribes. Et en fait, j'ai eu 4 séances médiumniques d'une intensité exceptionnelle. Avec des points de convergence avec sur les résultats? Tellement de points de convergence que j'en ai fait un rapport d'audit, si tu veux. C'est-à-dire que c'est comme si je pointais... C'est là où c'est super intéressant chez Jean-Marc et dans son travail, c'est qu'effectivement, il a ce cursus, on va dire, très analytique, très cartésien, limite scientifique. Et tu as besoin de trouver ou d'expliquer le pourquoi du comment de tout ce que tu ressens, perçois ou vois. J'ai besoin d'un point d'appui. Après, quand tu parles de limite scientifique, j'ai un esprit qui est effectivement analytique. De là à aller jusque dans le domaine scientifique, je vois les barrières aussi qui se dressent entre la science stricto sensu et la science matérialiste et le domaine spirituel. Donc moi, j'assiste à ça un petit peu en personne extérieure, c'est-à-dire que je ne suis ni pro-scientifique à 100%, ni pro-spirituel. J'ai la chance d'avoir cette double casquette. Donc je peux essayer de faire la part des choses entre les deux. Et on va voir de quelle manière. Céline, est-ce que tu te souviens de la séance lorsque Jean-Marc vient pour parler de sa maman? Je me souviens quand il arrive, parce qu'il y a des gens qui nous marquent plus que d'autres. Par contre, de la séance, absolument pas. Parce que quand je fais des séances, je ne me rappelle plus après. Évidemment, il vaut mieux. Oui, voilà, il vaut mieux. Puis avec le monde que j'ai, ce ne serait même pas la peine. En fait, c'est des infos, ça vient.
Même 5 minutes après. Et est-ce que donc le message de Céline sur la perception de ta maman et de ton père, c'était très clair? Alors là, Céline, alors donc Henri Vigneault, c'est une sorte de médiumnité par flash, par capsule vidéo, on va dire. Alain-Joseph Bellès, c'est par incorporation. Florence Hubert, c'est encore une autre forme de médiumnité assez poétique et des visions de l'autre côté. Et Céline, ça a été un tel déferlement que je ne m'y attendais pas. J'avais l'impression d'être sur un ring et de recevoir des uppercuts de bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il n'y a pas eu une seule seconde de préparation. Céline est partie directement dans le cœur du sujet. Il n'y a pas de mots d'échange, bonjour, comment si. votre date de naissance, non, pas du tout. tous ces trucs-là. Non, c'est bonjour, asseyez-vous, puis je commence. C'est ça. Voilà. C'est ça qui me fait dire que Céline, c'est vraiment une médium comme j'en ai jamais vu. Et ce n'est pas parce que c'est mon amie que j'essaye de la mettre en valeur en faisant un film sur elle, en faisant le livre avec elle. Non, non, pas du tout. Il n'y a aucune question d'amitié. Moi, c'est aussi ma crédibilité, ma légitimité que je mets dans tout ça. Bien sûr, bien sûr. Et quand je dis que Céline est exceptionnelle, c'est parce que j'ai assisté à une 50aine de conférences de Céline, que j'ai vécu cette séance privée qui correspondait en tout point à ce que mes parents étaient, à leur caractère, aux événements de leur vie, et même à des choses qui se sont produites après. Céline m'a dit, vous allez voir, il va se passer ceci, cela, et ça s'est passé, ça s'est vérifié effectivement. Ouais. Sur ton parcours, on va revenir évidemment sur la disparition de tes parents, les premiers signes aussi qui se manifestent, l'histoire des papillons, etc. Il faut dire aussi que dans ton ouvrage, tu fais partie de ces rares personnes qui écrivent et qui bombardent de photos. Il y en a partout. Et tu as ce réflexe, parce que c'est ça, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va parler d'une synchronicité, d'un fait, d'une perception, d'une visualisation, on est obligé de le croire sur parole parce qu'il n'y a jamais de support, ou très rarement des supports. Toi, dès qu'il y a quelque chose, tu vas commencer à shooter. Exactement, parce qu'en fait, c'est toujours comme on disait tout à l'heure, cet esprit que j'ai de vouloir montrer la réalité des choses. Et aussi, je ne sais pas, en moi, il y a un mot qui est inscrit sur mon front depuis que je suis né, c'est le mot vérité. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais que dans tout ce que je fais, le mot vérité est central. Alors là, ce n'est pas pour dire je vais prouver à tout prix. Je ne cherche pas à convaincre à tout prix les gens qui lisent le livre ou qui me suivent. C'est simplement pour dire, vous voyez, quand vous parlez de choses qui vous semblent non objectives, notamment, il y a un vocabulaire concernant les signes qui s'appelle le vécu subjectif de contact avec un défunt, le VSCD. Je veux bien qu'on parle de vécu subjectif, mais pour moi, c'est objectivable. C'est-à-dire qu'un papillon, tu ne peux pas estimer que c'est subjectif. C'est quand même une créature vivante. Oui, surtout quand ça se répète. Surtout quand ça se répète. Et alors, quand tu as des éléments qui permettent d'accréditer ce que tu dis, alors on pourra toujours dire c'est une photo, on ne sait pas d'où elle sort, d'accord, mais si tu l'as vécu en présence de témoins, tu ne peux pas dire que c'est seulement subjectif. Par exemple, le premier signe que j'ai eu, c'était le soir de l'inhumation de ma mère. On revenait évidemment harassé de cette journée, la pire de ma vie à l'époque. Et donc, dans la maison, ma femme, Delphine, se met à dire « Viens voir, il y a quelque chose ». Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une catastrophe, quoi. Donc, moi, j'étais monté au 2e étage me reposer après cette journée terrible. Et je descends au 1er étage, un papillon énorme, sur la rambarde d'escalier. Impossible de savoir d'où il est venu. On était dans cette maison depuis 10 ans, jamais aucun papillon. Et là, il était là et il battait des ailes. Et je n'ai même pas compris que c'était un signe, pour te dire dans quel état j'étais psychologiquement, affectivement. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce papillon était présent aussi le dernier jour du vivant de ta maman. C'est ça. Alors tu vois, c'est là où tu commences, c'est là où mon esprit, en fait, moi j'ai un esprit qui, dès qu'il y a un événement un peu insolite, ou dès que quelqu'un prononce une parole qui sort du cadre, d'un seul coup, il y a une petite lampe qui s'allume dans mon esprit. Et là, la lampe, elle a fini par s'allumer après que la répétition du papillon dans ma maison se soit produite à nouveau 2 jours après, dans le dressing fermé, cette fois-ci au 2e étage, sur le dernier vêtement que mon père avait porté. Donc là, je me suis dit, il y a un événement avec les papillons. Et d'un seul coup, hop, j'ai fait la liaison avec le dernier jour où j'étais physiquement avec ma mère et où je l'emmenais voir son chirurgien pour le compte-rendu post-opératoire de son opération, et où, quelques secondes avant de partir, je conduisais la voiture et je lui dis « Oh, regarde maman, sur le garage du voisin, tu vois ce papillon ?» Et voilà.
Et là, c'est le sésame, si tu veux. C'est-à-dire que là, je ne savais pas encore que ça serait notre clé de reconnaissance future pour les signes. Et ça, c'est des synchronicités. Et c'est ça qui démontre que des signes sont réels, c'est que les vrais signes font souvent une liaison entre des événements qui n'ont aucun rapport, et on appelle ça des synchronicités. On va y revenir évidemment sur tout ça. Je voudrais qu'on reparle du parcours évidemment de Céline, qui a été encensée par Jean-Marc il y a un instant. Hein. Je voudrais juste dire, Céline, que ici, sur ABC et dans ce studio, c'est open bar. Oui. C'est-à-dire que voilà, si tu as besoin d'interrompre parce que tu perçois, ressens, tu as envie de dire quelque chose, hein, c'est open bar. On le fera, si jamais. Si jamais, voilà, absolument. Alors, le parcours de Céline aussi, vous allez l'entendre, il est juste incroyable aussi, parce que déjà, la première chose, est-ce que c'est une synchronicité? Je ne sais pas. Toi, tu nais le jour du décès de ta grand-mère. Tout à fait, tout à fait. Donc, je nais le jour du décès de ma grand-mère paternelle. Mon père va décéder, hélas, quelques années à la même date, en 2002. Et mon fils va naître à la même date. Incroyable. Voilà. Ça, c'est quand même déjà. Hein, bon, c'est ça. C'est quand même, voilà. Certains vont dire, oh oui, mais bon, d'accord. Enfin, bon, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Et alors, ta grand-mère, elle aussi, et alors, elle dit qu'elle te lègue. Et ça, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut léguer un don? Moi non plus, je ne savais pas. C'est ma cousine qui, à la fin de sa vie, à ma grand-mère, ma grand-mère a dit, je vais redonner le don à une de mes petites filles. Et ben voilà. Donc, c'est toi qui en hérites. C'est moi qui en ai hérité. Pourquoi moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est moi qui en ai hérité. Et alors, les choses, évidemment, vont légèrement se mettre en place au fur et à mesure, des choses sur lesquelles tu n'attaches pas nécessairement d'importance, mais quand on voit une petite fille qui décide d'aller dans les cimetières pour aller parler à des tombes, et oui, c'est quand même un peu surprenant, c'est ce que tu as fait. Oui, tout à fait. Alors, je me rappelle d'un petit cimetière de village. J'allais toujours sur la même tombe, mais je parlais avec la personne. Donc, c'est Solène, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Solène, je me rappellerai toujours de son prénom. Et que tu ne connais pas? Non, du tout. Et puis après, à l'adolescence, j'ai commencé à en parler à mes amis proches, très très proches, mais pas aux autres. De toute façon, j'ai eu quand même des années scolaires assez seules quand même. J'avais des copains-copines, mais des fois, je me sentais seule parce que j'étais pas pareille. Et puis, j'ai commencé à l'adolescence à en parler, notamment à ma meilleure amie que j'ai toujours... voilà, donc qui elle me croyait, donc on a eu des choses exceptionnelles. Et puis, mais bon, à l'adolescence, je ressentais beaucoup. J'ai eu beaucoup de phénomènes paranormaux autour de moi. Donc des portes qui se ferment à clé de l'intérieur, tout ça, dans les endroits où j'étais en fait. Mais bon, puis c'est après en grandissant que j'ai compris. Et dès l'adolescence, tu parles de perception, de visualisation, de rêves prémonitoires, et souvent des catastrophes? Souvent. Au départ, ça a été... je rêvais d'un accident de la route, et puis quelqu'un de ma famille avait un grave accident derrière. Ou je rêvais de telle personne, et puis cette personne, hélas, elle avait des problèmes de santé. Au début, ça a été vraiment du négatif. Et puis après, j'ai réussi à le transformer en positif. En positif. Il y a une faculté, moi, je trouve... C'est presque une faculté de Wonder Woman. Je trouve ça génial. C'est cette faculté de pouvoir capter ce que sont les gens. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils sont hypocrites? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont dans la loyauté? Et toi, tu as eu ça? Alors, j'ai eu ça. C'est génial. Par contre, c'est vrai que me concernant, alors des fois, je suis moins objective, mais c'est vrai que j'arrive à ressentir quand même. Voilà, surtout jeune, je savais si on venait vers moi parce qu'on avait besoin de quelque chose ou... Et ça, c'était très drôle. C'était très drôle. Par intérêt ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On continue, évidemment. Ta maman te croit? Oui. Ta maman accepte? Ma mère accepte. Jusqu'à aller t'acheter un jeu de cartes? Tout à fait. Pour que tu commences à tirer les cartes? Exactement. Très ouverte, j'ai une mère exceptionnelle qui va m'acheter ce fameux jeu de cartes que j'ai encore, qui est dans un état lamentable. Il a du vécu. Oui, il a du vécu. Et voilà, elle va m'acheter ça voilà, à l'époque, et puis je vais commencer à tirer les cartes. Comme ça. Alors, je suis en études à l'époque, et je fais ça à côté, comme ça, pour rigoler, on va dire. Et ça fonctionne. Sauf qu'il y a un tirage qui est un peu moins drôle que les autres. Tout à fait. On est en juillet 2001. À peu près, oui. Tu tires les cartes et tu vois le décès de ta maman. De mon père. De ton père, pardon. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je vois le décès de mon père, donc là, je refais pour regarder et en me disant, je le vois vraiment. Donc mon père n'est pas malade. Bon, mon père avait eu des problèmes de santé comme chaque personne, mais n'est pas malade. Comment tu vis avec ça à ce moment-là, sans avoir à... J'en parle à ma mère. Ah, tu lui dis quand même? Ouais, je parle à ma mère et ma mère me dit, mets ça dans un coin de côté de ta tête
Et peut-être des fois qu'on peut éviter des choses. Et puis, en janvier, il va tomber malade. Il va tomber malade et il Ouais. partira en mars. Tout à fait. Hein, c'est ça. Voilà. En mars 2002. Ouais, Et tu dis, je suis né à cet âge-là, à 19 ans. Hein. tout à fait. Parce qu'à 19 ans, on se trouve, bon, j'avais un père où j'étais très, très proche de lui. On se retrouve toutes les deux avec ma mère, d'un milieu modeste également, avec des gros problèmes financiers qui nous tombent sur le coin du nez. Mais par l'aspect... En fait, tu fais tout apprendre. Là-haut, ils vont tout m'apprendre. Ils vont m'apprendre à rebondir, à être optimiste, à se dire que finalement, il est parti, mais que... Et aujourd'hui, je remercie qu'il soit parti, parce que j'en serais pas là. Et à me dire que chaque chose arrive au bon moment, même si ça fait mal. Voilà. Alors c'est fou parce que je crois que tes parents étaient dans la restauration. Alors, ma mère a eu un restaurant. Ah ouais, un restaurant, c'est effectivement. ça. Elle avait un restaurant et alors pour t'aider Ouais. un petit peu dans ta démarche, parce que Ouais. visiblement les jobs ça fonctionne pas et qu'il va bien falloir que tu vives de quelque chose. Exactement. Bon, l'idée c'est de dire bon ben on va l'aider hein, et on va la mettre au fond du restaurant. Exactement. Et Donc, tu vas faire des conférences ou des tirages de cartes. ah mais incroyable. Alors au début, elle me dégote un petit coin du resto tout au fond où il n'y a pas de lumière ni rien. Et donc je commence à effectivement faire des médiumnités, de la voyance, etc. Et puis on va emménager le resto chaque week-end pour faire des conférences. Et puis ça va. Et ça cartonne. Et ça Et cartonne. tu commences avec 5, 6, 10 personnes et puis après ça. Tout à fait. Et après on rentre, il y a des queues dans la rue C'est où incroyable. on peut même plus rentrer les gens. Ouais. Ça, c'est assez fabuleux. Et donc, c'est effectivement à cette période-là que tu as ton chien, Vito. Ouais, C'est ça. tout Il y a à Vito qui. C'est vrai qu'on a souvent cette réaction de voir les chiens Tout à fait. qui sont stoïques comme ça, qui sont à l'arrêt, comme Tout on à dit, fait. et qui regardent dans un coin du mur ou quelque part dans un coin de la pièce. Est-ce que Incroyable. ça, c'est une perception médiumnique pour eux? C'est une perception médiumnique, que ce soit les chats, les chiens, les chats, etc. Et moi, je me rappelle de ce truc où j'entends parler et je vois mon chien à côté qui regarde de haut en bas et il est figé. Il est figé par quelque chose qu'il voit et on le voit dans ses yeux. Et voilà. Et là, je vais me dire, je suis pas folle. Mm. Je suis pas folle parce qu'au début, on se dit Oui, est-ce que ça tourne rond quand même? exactement, Ouais, on peut se poser effectivement Exactement. la question. Donc aujourd'hui, tu en vis, ça marche très bien. tout à fait. Et tout le monde est content et c'est tant mieux. Alors Jean-Marc, évidemment, il y a ces signes dont tu as parlé, les premiers signes du papillon. Hein. Tu amènes ta maman, on le répète, elle va à une consultation. Sur la porte du garage, il y a ce papillon. Est-ce que c'est le même papillon que tu vois après le décès de ta maman chez toi? Alors, comme je n'ai pas gardé de cette fois-ci le premier papillon sur la porte du garage, je ne l'ai pas pris en photo ni filmé, puisqu'à Ouais. l'époque, je n'étais pas encore branché là-dessus. Je me rappelle juste que c'était un papillon coloré, mais je ne me rappelle pas si c'était exactement le même. Celui-là. Voilà. Ouais. Par contre, après, les manifestations de papillons, c'était souvent des pans du jour, c'est-à-dire une catégorie de papillons assez spécifique avec des ocelles, comme les pans. C'est pour ça qu'on l'appelle le pan du jour, c'est-à-dire des sortes d'yeux qui sont, Sur les sont ailes. sur les ailes Mm. pour faire fuir les prédateurs, quoi. Voilà. Je suis toujours. La symbolique du papillon, elle est forte. Hein. Tout à fait. Je Exactement. Pas grand-chose, ça veut dire quoi exactement en fait? Alors, en fait, c'est vraiment les signes de l'au-delà. Ils aiment bien hein, les papillons, les plumes, les oiseaux, tout Ouais, ce c'est qui ça. vole, quoi. Ouais, ouais. Un peu comme les anges, voilà, ça peut être relaté. Je un pense peu que comme ça. dans la création, le papillon, il a une fonction. Alors certes, nous, on voit cette fonction dans la pollinisation, par exemple, des fleurs ou, Oui. ou des choses comme ça, mais est-ce qu'il a été, entre guillemets, créé spécifiquement pour quelque chose? Je pense qu'il est quand même un messager, parce que c'est quand même troublant que des gens reçoivent des signes de papillon au moment de la disparition, même si c'est dans des périodes où il y en a. Mais on peut en avoir aussi au mois de décembre, hein, des apparitions de papillons. Moi, j'en ai eu, hein, le jour de mon anniversaire, dans mes cheveux. Hein. Donc tu vois, c'est des choses, tu es en droit de te poser la question, même si ça ne paraît pas très scientifique, Oui, oui, très rationnel. de se dire, est-ce que le papillon, finalement, n'est pas un envoyé de quelque chose, d'une énergie que l'on ne maîtrise pas, mais qui, à un moment donné, arrive pour nous délivrer un message. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent bah, si ça lui fait du bien d'y croire, tant mieux? Moi, je réponds plutôt, il sera temps de croire quand vous en aurez besoin, parce qu'en fait, ce n'est pas une croyance. Pour moi, on met sous le sceau de la croyance des choses qui sont personnelles, alors que là, c'est transpersonnel. Tu fais un sondage auprès de tous les gens qui ont reçu des signes de leurs endeuillés, bah déjà, il y en a 25%, donc ce n'est pas un épiphénomène. Et puis après, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui n'avaient pas de croyance, qui d'un seul coup sont percutés par une évidence.
Donc ce n'est pas une croyance, hein, c'est une évidence. C'est là où on faut... C'est intéressant. Et je me dis qu'on devrait faire un débat entre un zététique et Jean-Marc, par exemple, ou avec toi aussi, tu sais, pour essayer de voir, même si effectivement je sais que tu n'as pas envie de rentrer dans ce genre de Non, c'est pas du tout ça. confrontation, C'est-à-dire que je suis à la base, comment dire, j'ai un double héritage, donc cet esprit analytique et cette ouverture d'esprit. Mais après, je vois très bien où le langage peut amener. C'est-à-dire, oui, on peut faire un débat, mais un débat, ça reste des mots, ça reste stérile. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple? Je prends souvent l'exemple des gens qui disent ne pas croire à ces phénomènes, ou qui disent que la foi, par exemple, c'est une abstraction, la foi, ça n'existe pas. On relie toujours ça à la religion ou à une forte sensibilité ou des choses comme ça. Je dis, qu'est-ce qui vous prouve, si vous avez un enfant, qu'il vous aime? Alors là c'est la chose qui déconcerte le plus tous les détracteurs. Oui. Puisque tout doit être prouvable. Donc l'amour de votre enfant n'est pas prouvable, donc c'est pas scientifique. Donc vous n'avez aucune certitude qu'il vous aime. Je vais le ressortir, ça. Tu vois? Je trouve que c'est une bonne analyse. C'est une vraie question. Je pense que si tu vas dans ce domaine-là, si tu dis la persistance de l'âme n'existe pas, ça veut dire que quelque part tu dis la persistance de l'amour n'existe pas. Donc si déjà tu mets cette barrière, ça n'existe pas, mais alors qu'est-ce qui me prouve que ça existe dans la vie réelle? Absolument. C'est une vraie bonne question, ça. Il faut inverser les choses, il ne faut pas toujours tirer la couverture du côté où on veut que ça aille. Alors à partir du moment où tu as effectivement ces premiers signes qui t'apparaissent presque comme une évidence, et là on a l'impression qu'il y a une espèce de virage que tu vas prendre, où tu vas rentrer dans un espèce de cursus comme ça qui va t'inciter à aller plus loin, à rechercher, à être plus ouvert, à faire attention à ces signes, à ces synchronicités, à écrire aussi, évidemment. Et tu vas donc répertorier plus de 400 signes, en tout cas dans l'ouvrage, répertoriés dans 43 catégories que tu as bien spécifiquement classées. Comment tu as construit ce livre? C'est une bonne question, ça. En fait, j'ai eu un tel matériau que ça a été une sorte de cataclysme dans mon cerveau. Déjà de les recevoir, et ensuite de me dire comment je vais réussir à mettre ça en forme. Donc je n'avais aucune idée au départ. C'est pour ça que mon premier livre est sorti d'abord. Il était plus facile, il se déroulait avec les 4 médiums. Voilà, avec les 4 médiums, mais c'était celui-là que je voulais d'abord faire. Et en fait, j'ai bien fait d'attendre, parce qu'entre-temps, j'ai vraiment approfondi mes connaissances de la médiumnité, de l'invisible, avec la TCI aussi, donc j'avais plus de recul pour pouvoir structurer le livre de manière plus harmonieuse, parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai reçu comme signe et tout ce que j'ai reçu aussi comme contact avec la TCI, j'ai quelque chose de plus profond à délivrer comme message que simplement j'ai eu des signes, j'en ai 400, je vous les balance et je suis content. Le but, c'était pas ça. Le but du livre, c'est vraiment de montrer qu'il y a une cohérence, quel que soit le signe. Et d'ailleurs, mon livre, même s'il est très exhaustif sur le sujet, parce qu'en fait, comme tu le dis, il y a 42 catégories, donc 43 catégories, donc c'est énorme. Ça balaye presque tout le spectre des signes possibles. Et ben, il y a encore des signes dont certaines personnes me parlent, que je n'aurais même pas imaginé. Qui ne sont pas dans le livre. Mais par contre, ce que j'apporte comme connaissance, c'est au-delà des illustrations, de montrer de l'intérieur comment ça se vit. C'est-à-dire, il y a souvent des gens qui disent « mais moi, je n'en reçois pas ». Oui. Alors que non. Moi, le premier. Non. Je suis désespéré d'ailleurs. Et Céline le confirmera, quand il y a eu de l'amour très fort entre des personnes, il y a toujours cette communication qui peut se produire, qui ne se produit pas forcément, mais qui cherche à se produire quand il y a un mal-être de la part de la personne qui est restée ici-bas. Et donc, pendant un certain temps, les envolés, comme on les appelle, oui, c'est beau, c'est joli. Voilà, cherchent à manifester leur amour par ces signes. Mais alors ça veut dire, parce qu'il y a des gens, quand on a lu le livre, on était plusieurs à le lire, il y en a qui se sont dit, mais en fait, tu passes ta vie à regarder et analyser tout ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire que tu rentres dans ta voiture, il y a une poussière, c'est un signe. Tu vas dans ton salon, à un moment donné, il y a une chenille, c'est un signe. Enfin, tu vois. Non. C'est ce que je voulais te dire en parlant des synchronicités, c'est-à-dire que au début, tu ne perçois pas les signes, tu vois simplement des éruptions d'oiseaux, voilà. Tu ne peux pas comprendre.
Si par exemple, je te dis, hier, j'ai un rouge-gorge qui est venu s'écraser sur ma fenêtre. Bon, bah, c'est un fait. Tu vas peut-être pas forcément le relier à un signe. Mais moi, j'ai eu, après le départ de mes parents, j'ai eu pendant 3 mois un rouge-gorge qui était dans l'arbre juste en face de mon bureau. Donc tous les jours, je l'entendais chanter, alors que jusque-là, jamais ça s'était produit. Alors, on a reçu beaucoup de personnalités. Je pense à Franck Lobvet, que tu connais sans doute, qui a une analyse très particulière, qui est la sienne évidemment, et qui est tout à fait respectable. Et il dit, c'est pas compliqué, c'est quand on parle de signe ou de synchronicité, c'est-à-dire que quand on veut une voiture rouge, eh bien, ou on achète une voiture rouge, ou on désire quelque chose, on le voit partout, on le ressent partout. Quand on est enceinte, ou que notre épouse est enceinte, eh bien, on voit des femmes enceintes partout. On pourrait dire ça, bien sûr, la même chose, et pour autant, c'est pas nécessairement un signe. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un état d'être intérieur. C'est-à-dire que quand ces signes surgissent ou surviennent inopinément, tu as une sorte d'alerte à l'intérieur de toi qui se produit. Ce n'est pas quelque chose que tu veux. Par exemple, je détaille un signe qui peut paraître insignifiant, mais par exemple, un jour, je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre ma boîte aux lettres, il n'y a rien. Je vais pour fermer, j'entends, pas une voix, mais j'entends quelque chose. J'ai un message intuitif qui me dit « il y a quelque chose pour toi dans la boîte aux lettres ». Je regarde à nouveau dans ma boîte aux lettres, il n'y a rien. Et d'un seul coup, mon regard se dirige sur la petite grille qui est au fond, la grille anti-humidité, et je vois quelque chose de l'ordre d'1,5 mm, un débris de papier. Et j'observe ce débris de papier, et il avait une forme de cœur. Voilà. Et je savais que c'était un signe, parce que le signe du cœur ou du papillon, c'est quelque chose qui est récurrent. Mais il n'y a que moi qui puisse le savoir. Absolument. Et il n'y a que moi qui puisse ressentir à l'intérieur de moi ces injonctions que j'ai eues. J'ai eu beaucoup de prémonitions, chose que je n'avais pas auparavant, mais qui s'est développée puissance. J'ai vu Gérard Grenet, qui est un spécialiste de la radiesthésie, il m'a dit « Vous avez eu une sorte de déflagration qui s'est produite au départ de vos parents, qui fait que jusque-là, vous étiez une sorte de croyant quand ça l'arrangeait. Quand j'avais besoin de faire ma petite prière, voilà, j'allais demander mon petit dû, et puis après j'oubliais. Et que là, d'un seul coup, votre personnalité s'est complètement transformée, et vous êtes devenu, comme on disait au début, une sorte d'intuitif. Alors, on parle effectivement de ta maman tout à l'heure, et on disait que c'était quelqu'un qui avait justement cette ouverture d'esprit, qui était très spirituelle. Ton papa qui était plutôt à l'inverse. Est-ce que maintenant, tu le ressens? Est-ce que tu as eu des signes de ton père? Oui, j'ai des signes de mon père. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par Céline et puis par les autres médiums. Ma mère, ça va être tout ce qui est naturel. Tout ce qui est, par exemple, j'ai des pétales de rose qui sont troués de cœur et qui arrivent de mon rosier jusqu'à l'intérieur de ma maison en faisant un chemin. Voilà. C'est incroyable. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc ça, les papillons, tout ce qui est lié à la nature, les phénomènes naturels, ça peut être des arcs-en-ciel aussi, mais avec des synchronicités. Et c'est ça que je dis dans le livre aussi, tout n'est pas signe. Oui, attention, c'est pas parce que vous voyez un arc-en-ciel que c'est un signe. Il faut qu'il y ait quelque chose de précis, soit une demande avant, ou soit une circonstance, un événement extraordinaire. Est-ce que tu demandes d'ailleurs? J'ai demandé pendant presque 1 an et demi, tous les jours à mes parents, sans insistance. Et ça, je précise bien, c'est pas parce qu'on demande tous les jours qu'on est insistant. On demande respectueusqu'on et Céline le confirmerait. Si jamais on demande avec insistance, à un moment donné... C'est ça qui serait intéressant de savoir. Quelle est la nuance? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on demande quelque chose? Je suis tombé sur un livre un jour d'un invité. La première page, c'est « Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas ». Comment est-ce qu'on peut faire pour demander? En fait, il faut le demander naturellement, mais avec respect, et savoir dire merci aussi derrière. Ça, c'est hyper important. C'est un petit peu comme si on allait chez le voisin, t'as du sel, t'as du poivre, je te les prends, et puis voilà. Et au bout d'un moment, le voisin, il va en avoir marre. Ben, c'est pareil de l'autre côté. Si on dit coucou, fais-moi un signe, on l'a, et puis derrière, non, c'est remercier. Remercier derrière toujours. Et puis lâcher prise, ça c'est hyper important. Alors ça, tu sais, se lâcher prise. Ouais, c'est hyper important parce que des fois, plus on va être en demande,
là où on en aurait le plus besoin finalement, et c'est là qu'on les a moins, et c'est au moment où on s'y attend le moins que paf, ça nous arrive, quoi. Alors, je vais vous montrer une photo. Cette photo, je vais l'afficher sur l'écran. Je vais demander à Tim, évidemment. On va en parler tout à l'heure. La voici, cette photo ces 2 photos que j'ai récupérées sur les réseaux sociaux et en particulier sur celui de Jean-Marc. On parle de TCI et de transcommunication instrumentale et au travers justement de cette visualisation. Et on va en parler dans quelques secondes parce que j'ai pris quelques clichés de ce que tu postes, franchement, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est. Il a un logiciel Photoshop qui est extraordinaire. Donc, il a bien retouché, il a bien. Non, on va en parler dans quelques secondes. Juste, on va revenir sur le livre de Céline. Alors, c'est un livre écrit à 4 mains, j'allais dire, puisque c'est une sorte d'interview. Tout à fait. Quand Jean-Marc te propose le livre, tu trouves que c'est tout de suite une bonne idée ou Complètement. Puis le côté interview était plaisant. Et ce que je voulais, c'est que aussi ce soit écrit avec des mots simples, comme je fais toujours, parce que tous les jours, je fais des contacts, même sur Facebook ou même sur Insta, et j'utilise toujours les mots simples, donc je voulais que ce soit simple. Donc voilà, on a trouvé cette idée d'interview plutôt sympa. Ouais, c'est très sympa. Alors on peut pas. C'est des questions. C'est une émission. Enfin, c'est 3-4 émissions. Ces questions-là, elles sont toutes faites. Je voulais juste prendre quelques points parce que c'est très très intéressant sur notamment la réincarnation, sur ton guide. Alors ton guide, il est incroyable. Il est exceptionnel. Moi, hier soir, j'ai encore le livre dans les mains et je me suis dit oh, quelle chance inouïe de connaître le nom de son guide. Comment il arrive, lui? En fait, il arrive un jour, je suis là, je suis chez moi, et puis j'entends une grosse voix, un peu, mais vraiment une voix avec une voix grave. Et là, je me retourne, je me dis, mais c'est pas possible, c'est qui me parle? Et il est là. Et au fur et à mesure, parce qu'on croit toujours de l'autre côté spirituel, prière, mais pas du tout. Moi, je tombe sur quelqu'un qui est simple, qui dit des gros mots, qui vit comme tout le monde. Et qui n'a jamais été incarné. Et qui n'a jamais été incarné. Sur Terre. Voilà. Donc des fois, il ne va pas comprendre certaines notions dont nous, on a besoin quand même, mais par contre, il va me faire basculer dans une façon de vivre que je n'avais pas de vivre. Ouais. En fait, ça va être exceptionnel. Comment tu connais son nom? C'est lui qui me l'a dit. Tu l'entends? Ah, je l'entends. Donc il s'appelle Le Moi. Voilà. L-E-M-O-Y. Tout à fait. Et alors le truc, tu sais de quoi je vais parler? Le truc fou, c'est qu'il te dit, va dans ce cimetière-là. Ouais. Ah ouais. Et balade-toi et tu comprendras en fait. Avec le père de mes enfants, à l'époque, il me dit donc va dans ce cimetière-là et va te balader et tu verras. Donc je dis à Aurélien, le père de mes enfants, il me dit qu'il faut qu'on aille dans le cimetière et on va trouver la famille Le Moi. Le Moi. Et ça, c'est incroyable. Alors là, il y a un paradoxe. Comment peut-il ne pas avoir été incarné sur Terre et en même temps... Alors je pense que quelque part, c'est des gens qui avaient le même nom et qu'il a voulu s'en amuser. Ah. Voilà, moi je pense que c'était plutôt... Il m'a fait des choses, j'ai eu des synchronicités avec lui, ça a été incroyable. Des choses qu'il m'a dit, des choses qu'il a... Enfin, tu dis que tu ris beaucoup aussi avec lui. Oui, beaucoup. C'est pour ça, je pense que... Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tu l'as visualisé, c'est un homme de couleur. Oui, tout à fait. C'est assez fou. Et il est là, en permanence, pour te guider. Voilà, il va me laisser tranquille par moment. Mais quand même, il va me rattraper. Par exemple, si je suis en rendez-vous médiumnique, c'est lui qui va me faire venir les défunts. Si je m'apprête à dire quelque chose qui ne va pas, il va tout de suite me rattraper. Voilà, s'il y a des gens à qui il ne veut pas que je le fasse, il va me dire non, je ne dirai rien. Donc là, il me fout dans une pagaille pas possible. Il va me trouver les idées sur tout, sur les contacts du jour que je fais sur mon groupe Facebook. C'est lui qui va me les dicter. Enfin, il va vraiment... Des fois, il a des idées, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, en fait, finalement, il a toujours raison. Alors, tu racontes dans ton livre beaucoup d'histoires et bien beaucoup d'anecdotes de tes consultants aussi. Oui. Ça, j'adore lire ce genre de choses. Moi, il y en a une qui m'a profondément marqué. C'est cette dame qui vient pour une consultation et elle cherche une maison, je crois, et qu'elle ne trouve pas nécessairement. Et elle est en voiture avec son fils. Ouais. Et elle passe devant une maison en ruine. Exceptionnel. Et son fils lui dit, il est petit, il a 5 ans. Ouais. Et il lui dit, c'est là, maman, c'est celle-là. Celle-là. Et sa mère lui dit, mais non. Voilà, sa mère lui dit, mais non, mais pourquoi ce serait celle-là? Parce que j'étais boulanger, maman, dedans. Et c'est une ancienne boulangerie. Et c'est une ancienne boulangerie au siècle dernier. C'est incroyable, mais vrai. C'est fou, ça, quand même. Voilà, ça va être... Là, c'est une histoire de réincarnation. Voilà. Clairement. Donc, moi, il faut savoir, quand j'ai commencé, je ne croyais pas. Il y a plein de choses auxquelles je ne croyais pas. Mais je croyais en l'au-delà parce que je les vois, je les entends, je les ressens. Mais il y a des choses que j'ai dû apprendre. Voilà, il y a des choses... J'étais pas d'accord. Parce que je suis très terre-à-terre quand même, malgré mon métier.
Et il y a des choses que tu dis que ne disent pas les autres médiums, par exemple, ou qui disent l'inverse. Par exemple, moi, j'avais entendu parler des 7 vies. Oui. Toi, tu dis que ça n'existe pas, En ces fait, histoires de 7 vies. je ne sais pas exactement combien de vies on a, en fait, tout simplement. Moi, ce qui m'a appris de l'autre côté, c'est qu'on revient tant que... De toute façon, il faut qu'on évolue encore et encore. Donc, on a le temps avant de faire les choses. La Ouais. deuxième chose, c'est souvent, ça a été posé, ça, moi j'ai déjà vu ça en conférence médiumnique, c'est les gens qui disent, est-ce que quand on est humain, on peut se réincarner en animal ou est-ce qu'on est en végétal? Tu réponds aussi à cette question. Ouais. On revient en être humain, on ne revient pas en un animal. Mais ça, j'ai entendu des médiums dire l'inverse. Ah ouais, et pourtant, moi, c'est ce qu'on m'a appris. On revient en être humain. Par contre, on peut revenir un homme alors qu'on était une femme. Alors souvent, c'est ce que j'explique dans cette notion d'homosexualité, ou peut-être que c'est une réincarnation de vie d'avant, etc. Par contre, non, on ne revient pas en animal. Ça, il me l'a bien appris. Voilà. Un végétal est un végétal, un animal Exactement. est un animal. Mais par contre, ça dit. Enfin, voilà, les animaux ont leur importance là-haut. J'ai remarqué aussi qu'on sent que tu as ton caractère. Hein, elle a son caractère, elle est très claire. Et tu mets bien les points sur les i, et en tout cas les limites. C'est-à-dire que quand des gens viennent te voir, on ne pose pas n'importe quelle question. Comme par exemple cette dame qui vient et qui a besoin de réponses pour son héritage. Voilà. Et tu lui dis, madame, on ne vient pas pour ça. Non, on ne vient pas pour ça, parce que je pense que quand on fait une démarche vraiment Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont perdu des enfants. Pour moi, je fais l'amour d'abord. Voilà. L'amour, on ne vient pas pour savoir si le notaire, il va faire ci ou ça. Alors, ça peut arriver, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites, mais voilà, moi, je viens... Enfin, on fait vraiment ça dans un symbole d'amour. Il y a quand même beaucoup de questions sur est-ce que je vais signer un contrat? Est-ce que mon boulot va bien se passer? Est-ce que la succession va se faire? On peut poser ce genre de questions. Oui, alors on y répond. Hein. Après, on a eu aussi des anecdotes très drôles. Oui, ma machine à laver ou ma tondeuse est en panne, est-ce que mon père de là-haut peut me la réparer? On pourrait en raconter des tonnes. Il faudrait que je fasse un livre d'ailleurs là-dessus, l'humour médiumnique. Après, ça les fait rire là-haut aussi. Après, attention, sur l'héritage, des fois, ils vont en parler parce qu'il y a des choses qui doivent se faire. Mais voilà, si la personne vient vraiment dans cette démarche, que pour ça, voilà. Tu le sens tout de suite, ça? Ouais, je le sens. Je le sens. Ouais. Je le sens quand les gens ils viennent parce qu'ils veulent savoir s'ils sont bien ou c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière-pensée. Il y a aussi un événement qui a marqué tout le monde, c'est les crashs d'avions, par exemple, notamment sur le Rio-Paris. Ouais. Là, je m'en rappelle. Ça aussi. Et là, c'est le moi qui te dit... En fait, je dors et puis donc toujours, j'étais avec le père de mes enfants et je me mets assis dans le lit et j'entends un avion s'est crashé. Voilà. Et c'est terrible. Voilà ce que j'entends. Donc, je vais m'asseoir dans le lit, je vais dire au père de mes enfants, il y a un avion qui s'est crashé, on va allumer la télé et on va entendre parler du Rio-Paris qui a disparu. On ne sait pas encore s'il s'est crashé. Ouais, c'est ça. Et voilà, le Rio-Paris qui a disparu, qui n'est plus sur les radars. Et là, je vais le ressentir, mais fois 1000. Alors, on n'a pas trop d'explications à savoir, oui, mon guide me le dit, mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas des âmes qui essayent de communiquer directement? Surtout que c'était sur mon secteur. Je suis dans les Landes, il y avait beaucoup de gens de Bordeaux à l'époque. Donc, qui étaient dans ce crash, donc voilà, mais je l'ai ressenti, ça m'a... Tu sais, la difficulté et la réflexion, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire constater par huissier, parce que c'est dommage. Le problème, c'est qu'effectivement, tu l'écris a posteriori, et donc les gens vont dire, oui, mais d'accord, c'est sa parole contre... Bien sûr, tout à fait. Et voilà, j'ai que le père de mes enfants... et qui peut attester du truc. Voilà, qui peut attester, mais bon, après, des anecdotes comme ça, j'en ai plein, même devant des gens, voilà, je peux, hélas, des fois, dire à quelqu'un en médiumnité, ah, votre père, il chante... tel chanteur, et puis le chanteur, en fait, va décéder finalement pas longtemps après. Ils vont nous donner des choses sans nous dire vraiment ce qui va se passer, mais après, on comprend. Est-ce que tu considères cette faculté comme un don, comme un cadeau du ciel ou un boulet? Non, alors pas un boulet, parce que j'adore vraiment mon métier, mais pas un cadeau non plus, parce que c'est pas facile à vivre tous les jours. Voilà, je suis obligée de protéger mes enfants, parce que je ne veux pas qu'on les embête avec ça non plus, ma famille aussi. Est-ce que tu vois pour tes enfants? Non. Je peux voir certaines choses, mais c'est très rare. Pour tous les gens très proches de moi, plus on est proche, moins je vois. Ton mari ne te pose pas de questions? Alors, je suis toute seule maintenant. Ah, pardon. C'est pas grave. Mais non, alors, le père de mes enfants, on a vécu 13 ans, on s'entend très bien. Lui, il a vécu avec ça. Donc voilà, après... dans mes amis, etc., bon, ils n'empiètent pas là-dessus parce qu'ils savent que j'aime bien ma tranquillité aussi.
Donc après, sur ma vie privée, ça empiète pas parce que j'arrive à me couper. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. À un moment donné, on met des. Je me coupe. En tout cas, il faut lire ce livre. Hein, c'est très très intéressant. C'est cet échange comme ça, ce dialogue qui est sur des questions simples, directes et avec des réponses vraiment extrêmement simples aussi. Il n'y a pas besoin. On sent bien que tu n'es pas en lévitation 24 heures sur 24 à nager parmi les nuages. Tu vois. Enfin, non, pas du tout. Voilà. Puis de l'autre côté, il m'avait mis cet avertissement dès le départ. Ouais. Reste toujours simple avec ton humour, sinon tu te brûleras les ailes. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Tu connais ton guide? Moi, non. Je n'ai pas demandé non plus à Céline de me. Je peux pas les voir. De Je vois les m'éclairer défunts, là-dessus, mais pas. J'éprouve pas le besoin. Pour l'instant, je préfère aider les autres au travers de ce que j'écris, parce que je pense que ma mission, c'est d'abord écrire, faire la TCI. Ça m'aide à aussi aider les gens autour de moi, mais peut-être qu'un jour, ça se produira, j'en sais rien. Alors allons-y, la TCI, la TCI, comment vous dire? Alors vous allez voir une succession d'images qui arrivent. Ça c'est ce qu'on trouve. Moi, je croyais que la TCI, ça n'était qu'audio ou vidéo. Alors ça, c'est vidéo, c'est-à-dire que c'est fait à partir d'une vidéo. D'accord. Ah, c'est pas à l'eau. C'est de l'eau, mais tu fais une vidéo sur de l'eau. Ah, ok, d'accord. Donc c'est une expérimentation. Alors, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser de la vapeur, on peut utiliser un circuit fermé de caméra sur lequel on crée une sorte de Larsen. Et dans ce bruit, on va détecter des apparitions. Des apparitions, voilà, c'est ça. Et là, il y a évidemment... Alors, c'est bizarre parce qu'il y a des tas de gens qui ne voient pas. Alors voilà, quand tu vas commencer à regarder des images de TCI, il y a des gens qui vont te dire « je ne vois rien », il y en a d'autres qui vont te dire « je vois autre chose », par exemple sur le visage qui est clairement un visage humain, à la gauche, il y a des gens qui vont dire « moi je vais voir un chien ». Donc après, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là de l'interprétation multiple, parce qu'avec l'expérience que j'ai acquise, et puis d'autres expérimentateurs, je ne suis pas le seul, je ne prétends pas avoir non plus la science infuse, mais je connais... des centaines de personnes qui le pratiquent. Bien sûr. J'ai vu des centaines de résultats d'autres TCistes et donc on obtient des résultats qui sont toujours assez nets. Et à partir du moment où on a cette expertise, moi j'ai dû visualiser des centaines de milliers d'images. Donc mon œil s'est habitué à voir ces apparitions. Au grand désespoir de ton épouse, tu fais ça 1 heure par jour. Tous les jours, minimum. Alors je consacre. Je dis ça parce que ta femme est là en coulisses et elle lève les yeux en disant oh là là, au secours. Alors je consacre, pour l'expérimentation, ça prend 5 minutes. Le temps que je consacre, c'est à regarder les apparitions. C'est pas expérimenter. Et c'est donc à essayer de trouver, entre guillemets, des pépites. Tu es dans une expérimentation. Par exemple, la dernière que j'ai faite, là, elle dure 20 minutes. Il y a 30 000 images à regarder. Je ne peux pas. Donc moi, j'ai essayé d'innover en publiant ma vidéo. Déjà, d'une part, ça montre que je ne peux pas tricher. Donc dès le départ, si tu veux, ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, on ne m'a jamais trop dit « tiens, c'est bizarre, il doit utiliser un logiciel pour améliorer ses photos ». Parce que comme je suis un auditeur, moi, j'étais dans mon ancien métier là pour voir les irrégularités. Et comme je te le disais, moi, la vérité, pour moi, il n'y a que ça qui importe. Donc, j'ai voulu systématiquement indiquer sur chaque image à quelle date avait lieu l'expérimentation et à quel timing se produisait l'apparition au sein de la vidéo. Si quelqu'un me dit « je veux voir la vidéo d'où c'est extrait », je lui montre. Mais alors, ça veut dire que tu prends cette espèce de récipient en inox, oui, par exemple. Tu mets de l'eau dedans, tu secoues un petit peu, tout en filmant. Mais tu dois... en fait, la TCI, c'est toujours un bruit qui doit être provoqué. Alors, quand c'est un bruit audio, c'est un grésillement, c'est une radio sur laquelle ensuite il va y avoir des changements de vocables et que tu vas entendre une voix non laryngée. Là, dans la partie vidéo, c'est cette lumière qui va dans l'eau. Quand tu la secoues, d'un seul coup, ça casse le spectre lumineux et ça fait apparaître des ombres et des lumières qui ensuite aboutissent à des apparitions de visages. Sauf que tout le monde va te dire, sur 30 000 images, inévitablement, tu finiras par trouver quelque chose qui te permettra de dire que c'est un visage. Alors, oui, bien sûr, on peut toujours dire ça. À partir du moment où tu peux ensuite dire qu'il y a des anomalies qui sont non pareidoliques, parce qu'en fait, la pareidolie, c'est de prendre quelque chose pour un visage, par exemple. Quand tu as le visage de mon père qui apparaît dans l'eau, et que tu es tombé directement sur 7000 images, directement sur la première, tu es tombé sur lui, il faut m'expliquer. À ce moment-là,
Je vais juste demander, Tim, juste avec un pouce levé, Tim qui réalise l'émission, tu vois des visages ou pas là sur le Ah, parce que Tim est un scientifique pur hein, à la base avant d'être réalisateur, et je me suis dit, tiens, s'il voit ces images, est-ce que ça va lui faire quelque chose ou pas? Tu vois, je prends toujours le parallèle en fait, la TCI, ça ne sera jamais une image parfaite, une apparition parfaite. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça souvent qu'on peut montrer aussi que des fois, il y a des choses qui sont pas très logiques dans des apparitions de TCI. Ouais. Pas chez moi, mais j'ai vu des visages qui apparaissaient qui pour moi étaient trop parfaits pour être crédibles. Parce qu'en fait, il y a un tel bruit. T'imagines, tu secoues une eau, tu mets de la lumière et d'un seul coup, tu vas avoir un photomaton. Tu crois que c'est possible? Moi, j'ai l'expérience depuis 4 ans et demi. J'en ai fait suffisamment pour dire que c'est impossible, pour l'instant. Mais je commence à être aussi un petit peu étonné de voir que les résultats commencent à croître en intensité, en netteté. Je me dis jusqu'où ça va aller. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, on se dise, mais c'est forcément, il y a quelque chose, il y a un lièvre. Et oui, c'est surprenant. Mais j'ai fait le pari depuis le début d'être transparent. Et aujourd'hui, j'associe même les gens qui me suivent sur Facebook à la recherche de ces apparitions. Je fais la dernière expérimentation que j'ai faite, 20 minutes la plus longue, 30 000 images. Spontanément, les gens vont aller chercher eux-mêmes les visages. Et ils se prennent au jeu. Et il y a une centaine de personnes là, qui sont en train de chercher, une dame là, qui a trouvé une centaine d'apparitions. Et je la félicite parce qu'elle a trouvé des choses que peut-être moi je n'aurais pas trouvées. Céline, ça te semble crédible tout ça? Oui, tout à fait. Alors après, comme il dit, des fois quand on a des choses trop parfaites, on se pose des questions. Mais ils le disent, hein, de l'autre côté, qu'ils sont capables vraiment de se présenter. Est-ce que tu crois qu'on l'aide à faire ça? Ah oui, tout à fait. C'est un peu comme un enfant qui va savoir jouer du piano parce qu'il est... Tu le dis d'ailleurs. Voilà, et ben là, moi je pense, comme les gens qui peignent, qui vont peindre alors qu'ils n'ont jamais dessiné. Et moi je pense vraiment qu'il a quelqu'un qui le pousse à faire ça et qui... C'est un peu comme si cette personne prenait les défunts au fur et à mesure et paf, paf, paf. Voilà, les met dans sa transcommunication. Et tu n'es pas capable de lui dire qui est cette personne? Non, mais on peut... Alors, c'est arrivé très rarement, mais parfois, quand il a eu des fois des images, moi je pense, j'en suis quasiment certaine, à 99,9% de gens connus. Et là, on peut demander là-haut si ça peut être eux, et on nous le dit, hein, on nous dit oui ou non. Donc, mais c'est sûr qu'il est accompagné par quelqu'un pour le faire. Moi j'ai vu la photo, c'était les Bogdanov, hein, je crois. Hein. Il y avait une ressemblance terrible au moment où j'ai fait une TCI vapeur. J'avais arrêté pendant 1 an et demi en plus de le faire. Je m'étais consacré qu'à l'eau. Et le jour où je recommence à faire la TCI vapeur, 2 ou 3 jours avant, les frères Bogdanov venaient de disparaître. Et je fais cette TCI. Et c'est rare que je le fasse parce que je ne veux pas invoquer. C'est-à-dire je ne veux pas faire une demande préalable. J'ai invité les frères Bogdanov à se présenter. Inviter, c'est pas invoquer. Inviter, c'est si jamais vous avez la possibilité. C'est comme on disait tout à l'heure, les signes. C'est pas demander avec insistance, c'est offrir une fenêtre. Et donc, j'ai regardé et d'un seul coup, j'ai vu cette apparition de 2 visages. Un très grand qui allait vers la droite. Dommage, j'ai pas l'image, mais... Voilà, et l'autre, donc, spontanément, j'ai pensé à Grishka et Igor Bogdanov. Parce que je l'ai vu la photo, je me suis dit, waouh. C'était tellement troublant. Ah ouais, clairement. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Voilà, bon. Après, ce qu'il faut Oui, bien... c'est ça qui est bien, c'est que tu as toujours, voilà. toujours la distance nécessaire. C'est ça. C'est-à-dire que moi, tu n'imposes pas. Hein. Mon job, entre guillemets, c'est de montrer des choses. Après, il y a des réactions. Les matérialistes pur jus ou les sceptiques vont dire c'est impossible par définition. J'en tiens pas compte. Parce que pour moi, la source même d'une forme de vérité, ou même la vérité scientifique au départ, quand on n'a aucune source de démarrage de principe ou de loi scientifique, on doit se baser sur l'observation des faits. Aujourd'hui, j'aimerais être accompagné d'un spécialiste en anatomie ou tu vois, un spécialiste de visage qui peut vraiment, de morphologie, qui peut dire oui, ça, j'atteste, c'est bien les proportions d'un visage humain. Parce que on peut douter en parlant de pareidolie, mais si on mesure certains visages, on voit vraiment qu'il y a les proportions. Il y a les proportions. Il y a les sourcils, il y a les narines, il y a les oreilles. Dans les personnalités, tu penses avoir eu qui? Alors, on a dit les Bogdanov. Bah, si je cite des noms, ça va faire peut-être... Non, mais toi, de ton ressenti, de ton fort intérieur, après les gens... Oui, j'ai eu quelques apparitions pour moi. Je pense qu'il y a eu des ressemblances avec Johnny Hallyday. Ouais. Voilà. Ah oui, je l'ai vu ça aussi.
Donc après, je peux pas, je ne dirais pas que c'est lui. Hein, voilà, je dis c'est des fortes ressemblances. J'ai eu aussi une très très troublante apparition qui ressemblait à Édith Piaf. Ouais. Et je suis né le même jour qu'Édith Piaf. Bon. Donc il y a des synchronicités. Il y a eu aussi Jim Morrison à un moment donné. Donc et quand je te dis ressemblance, c'est souvent aussi des synchronicités au niveau des dates. C'est-à-dire que je crois que le jour où j'ai trouvé cette apparition de Jim Morrison, une personne qui me suivait a été chercher sur Wikipédia et m'a dit « mais c'est la date de son départ, vous publiez ». Donc voilà, c'est des choses qui sont assez troublantes, mais je n'aurai jamais toutes les explications. Et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que quand on met en doute notre sincérité, parce que je suis mis en doute aussi, froidement, abruptement, j'ai envie de dire de manière non juste. On fait un travail sur des sujets qui ne sont pas explorés par la science, où on consacre beaucoup de temps. Donc il serait bien qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu plus ouvertes du côté des scientifiques, par exemple, qui acceptent de nous accompagner et d'essayer de trouver une forme de logique. Mais pour moi, je pense qu'il y a une partie de mystère qui restera toujours insondable. N'importe qui peut le faire ? Dans l'esprit, oui. Mais dans la pratique ? Dans la pratique, il faut avoir, pour moi, une forme de foi absolue. Une foi, c'est-à-dire c'est l'amour pour moi, la foi. Hein. C'est pas. Oui, il n'y a rien de. C'est pas la croyance ou la crédulité. Oui, c'est l'amour. Donc je pense que tout à l'heure tu disais, est-ce que tu as des signes de ton père ? Je pense que ces signes de la TCI sont des signes techniques. Mon père était quelqu'un de technique. Donc, et en plus, il y a de la lumière dedans, il était électricien. Donc je suis persuadé que c'est lui, et d'ailleurs il est apparu beaucoup de fois, donc c'est lui qui m'a guidé sur ce chemin. Donc je pense qu'on doit être guidé. Je pense qu'on doit avoir la foi, c'est-à-dire un amour très fort, non seulement pour l'invisible, mais aussi pour les gens qui sont dans le deuil. Parce que moi, je fais ça bénévolement. Hein. Oui, on est bien d'accord. Pendant 4 ans et demi, je fais ça. Je pourrais garder mes résultats pour moi et je les partage parce que je sais qu'il y a des personnes qui parfois reconnaissent leurs proches. Ce n'est jamais moi qui dis oui, c'est votre proche. Oui. Je n'influence pas. Non seulement ça, mais en plus tu peux prendre des coups aussi. Hein. Ah bah oui, je m'expose. Tu t'exposes, donc évidemment, il y a des réactions. En tout cas, merci infiniment. Et je me suis toujours posé la question quand je fais venir des médiums ici, si le ressenti de ce studio est positif, en tout cas s'il se passe quelque chose de je dirais qu'on est vraiment bien. C'est très positif. Bon. Et il y a des bonnes énergies. On le ressent dans tous les cas. Bon, c'est super. Et puis je tenais à te remercier parce que ce qui fait la chaleur de ton studio, c'est ta personnalité, c'est ta manière d'interviewer qui est vraiment très très appréciable parce que humainement, on sent vraiment que. Je m'intéresse, je me questionne. Je suis là et je me dis, je trouve que vous êtes touché par la grâce. Honnêtement, vous avez une chance inouïe de pouvoir ressentir ça. Et ça me fait aussi prendre conscience qu'il y a du boulot chez moi. Voilà, non, c'est pas un travail. Marc, c'est pas un travail. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu parles de grâce et c'est le mot qu'il fallait dire pour conclure. Parce que, en fait, moi, quand j'ai perdu ma mère, j'ai d'abord perdu mon père, mais j'ai perdu ma mère. Et je me suis dit, c'est le coup de grâce, justement. Et le coup de grâce, quand on dit le coup de grâce, c'est-à-dire que tu vas tomber au fond. Et je pense qu'il n'y a qu'en tombant au fond, au plus profond de soi-même, qu'à ce moment-là, il y a une possibilité de remonter, mais 10 fois plus haut, et on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et il faut accepter de se laisser travailler. Voilà, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce, absolument. Lisez les ouvrages de mes invités que j'affiche sur l'écran. Je vais demander à Tim également de les mettre en perspective pour que, voilà, Jean-Marc Bernade, évidemment, avec la préface de Céline. Ils se sont fait des préfaces respectivement, c'est drôle, c'est sympa. Signe et synchronicité au-delà des apparences, et puis évidemment La Dame des Anges, avec Céline Franou, que j'ai été ravi d'accueillir tous les deux, vraiment. Avec plaisir, merci infiniment. Marc. Merci. Et c'est chez Exergue, oh là là, je le dis évidemment, chez mes amis Très Daniel, Exergue, lisez tout cela. Et puis exercez-vous peut-être, ouvrez-vous à toutes ces pratiques. Ne jugez pas non plus, parce que ça ne sert évidemment à rien. Pas de jugement, on est d'accord, et c'est à cela que l'on s'efforce sur ABC. Merci à tous de nous avoir suivis. On aura le plaisir évidemment de revenir avec d'autres émissions. Et s'il vous plaît, encore une fois, je le dis, commentez, dites-nous précisément ce que vous en avez pensé, quel est votre ressenti après cette expertise et les actes de nos invités. C'est toujours très, très instructif de vous lire. À très bientôt pour d'autres invités inspirants. Salut.